Bon, du coup, pour cette question de mémoire, au début, je m'étais dit, je vais faire un texte, je vais faire une édition, un peu comme ce que j'avais fait avec le journal pour le rapport de stage, c'est-à-dire continuer à tenir un journal, et comme un journal de recherche. Et le mémoire, ce sera le résultat de cette recherche, ce sera le résultat de ce mémoire-là. L'idée, c'est pas d'aboutir à un mémoire qui soit un mémoire construit. On va dire, l'objet, c'est pas de faire une recherche pour à la fin aboutir à un résultat qui serait, enfin, où tout serait porté vers un résultat qui serait l'objet fini du mémoire, mais de considérer le mémoire comme la trace d'une recherche. Et la recherche n'est pas finie, ou en tout cas quand elle est finie, quand on a fini de savoir ce qu'on recherche, et bien quelque part le mémoire est fait parce qu'on a déjà la trace en elle-même. Donc comme un journal un peu. Disons que la forme de la pensée, la forme du mémoire se construit en même temps que la recherche. Enfin, la recherche, c'est l'écriture en tant qu'elle-même, en tant qu'elle se construit, quoi. C'est-à-dire que le mémoire s'écrit. Le mémoire s'écrit en même temps que la recherche. Mais du coup, je me suis dit, que l'écriture c'était peut-être pas si intéressant. C'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses dans l'écriture parce que je me rendais compte que dans ce moment-là de l'écriture particulier, c'était un moment où je me mettais dans une certaine condition mentale, où j'écoutais de la musique, où j'étais un peu dans mes pensées et où je permettais de les plaquer à l'écrit. Et je pouvais par exemple expliciter les prises de notes. Et tout ça pouvait être plaqué quelque part sur un support et je pouvais écrire vite, par exemple. Et en même temps, on pouvait me relire, mais d'une manière plus lente. Ça permettait en fait un certain décalage entre le moment où j'écris et le moment où je regarde. Et le moment où je me relis. Et je pouvais par exemple écrire une partie, écrire quelque chose et je sais plus ce que je dis vraiment à la fin et le lendemain je me relis et puis je recomprends ce que j'ai voulu écrire. Donc il y a une certaine manière de différer dans le temps et de communiquer entre différents états de conscience. C'est comme si quand j'étais... Bon. C'est comme si quand j'étais dans l'état où j'écrivais, c'est un état un petit peu d'écriture automatique. Ouais, c'est un peu ça en fait, c'est une sorte de pensée automatique un peu. Et que les moments justement où je me relis, là je suis un peu plus conscient. Et j'essaie de comprendre, je suis attentif à ce qui se passe. Je suis dans une observation aussi critique. Et donc du coup je peux me relire et je peux aussi réécrire par-dessus en disant non là il y a une erreur, enfin là il y a une incohérence ou là ça pourrait aller vers là. Et en fait je peux aussi rebondir dessus. Il y a un aspect réflexif. Réflexif c'est comme quand on se regarde dans un miroir. On se voit. Et on voit ce qu'on a fait mais on se voit dans le passé en fait. Parce qu'on ne se voit pas toujours immédiatement. Le miroir c'est
on se voit, mais on se voit avec un léger décalage, qui fait qu'on peut, par effet de réflexion, comme un feedback, transformer par rapport à l'image qu'on voit. Il y a une manière d'auto-transformation. Et dans la réflexion, dans l'auto-réflexion, il y a une autonomie aussi. Puisque en se voyant, on se nomme. Donc autonomos, on se nomme soi-même. Et bon, pour revenir à cette histoire de texte, c'est vrai que du coup, bon, je voyais que comme on en parlait, que voilà, ça voulait dire aussi faire une édition, ça voulait dire en faire plusieurs exemplaires, distribuer plusieurs personnes, etc. Et en fait, bon, je me rendais compte que ça me faisait un peu chier, en fait, parce que l'idée l'écriture me plaît comme support. Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans l'écriture, mais en même temps, c'est plus le texte qui me plaît vraiment que la forme du texte lui-même, même si la forme du texte est intéressante. Et on a pu faire plein d'exemples là-dedans, de design. Mais je ne voulais pas non plus perdre trop de temps à faire un design comme ça. Je crois que ce qui me plaît, c'est un design qui est assez lâché, et j'ai pas une maîtrise des outils encore suffisante pour ça. Et quelque part, ça demande aussi beaucoup de temps devant un ordi, et moi, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir mêler différents supports, pouvoir faire par exemple de la musique, pouvoir faire de la cuisine, pouvoir tester les formats d'improvisation, des choses comme ça. Et en fait, le texte, du coup, me paraissait un peu réduit. Ce que j'ai vu dans le texte, c'est qu'il y avait une certaine fluidité du texte et du langage. C'est un outil, mais je me suis dit, pour le mémoire, c'est peut-être bien de tester autre chose. Surtout aussi que le texte, finalement, dans le texte, il y a un truc qui est très universitaire, quoi. C'est-à-dire qu'on fait... l'écrit, c'est le truc qui est... Est-ce que ça filme? J'espère que ça filme, hein, putain. Pas non plus on va taper... voilà, ça filme, c'est bien. Ça filme, et en plus je dois être dans le cadre. Est-ce que je suis dans le cadre? Mais oui, super. Je vais retourner ça. Hop. Et donc du coup... j'espère que le son est bon aussi. Hop. Et du coup, c'est vrai que dans le mémoire, il y avait cette idée que finalement, moi j'ai quand même pas mal gueulé contre cette idée d'une standardisation des savoirs, de l'écrit, du fait qu'on considère que la seule forme de savoir légitime, elle passe par l'écrit, et par un écrit qui est universitaire, qui est cartésien, qui est rationnel, rationalisé. Et me dire qu'en fait ça me gêne un peu parce que c'est aussi un certain rapport de pouvoir. Et que ce mode d'expression-là, bah, si on y réfléchit, il n'y a rien qui fonde sa légitimité. Et si on suit les principes de l'anarchisme épistémologique, comme me propose Feyerabend, il n'y a pas de raison de considérer que le discours scientifique est plus raison de vérité que la sorcellerie, ou que la cuisine, ou que la musique, que tous ces modes-là ont chacun leur manière, proposent un certain type de vérité, un certain type de point de vue, et qu'il n'y a pas de raison d'en favoriser un par rapport aux autres. Et c'est pas pour les médiums, hein, il n'y a pas de raison de favoriser un médium par rapport aux autres, il n'y a pas de raison de favoriser l'écrit ou le registre universitaire par rapport à un registre poétique, par exemple, ou de favoriser l'écrit par rapport à la vidéo ou par rapport à la musique. Et je me suis dit, quel support je peux utiliser qui ne soit pas de l'écrit, mais qui quelque part puisse l'inclure. Et qui puisse inclure plus que ça aussi. Qui puisse vraiment être un médium
qui sont un peu transmédium. Bon. Et puis, en fait, je me suis dit, bah oui, c'est évident. En fait, c'est la vidéo depuis le début, ce que j'aurais dû penser depuis le début. Et c'est vrai que, de toute façon, il y a plein d'artistes, d'ethnologues, enfin, je pense à Jean Rouch, je suis pas très bon sur Jean Rouch, qui ont utilisé la vidéo comme outil de recherche, comme stylo, comme manière de documenter, de rechercher quelque chose, comme moyen d'exploration. C'est toute la recherche documentaire, et d'un documentaire qui n'est pas forcément un documentaire didactique, parce que ça on s'en fout. Bon, documentaire didactique, c'est. Mais bon, plutôt un documentaire de l'ordre du cinéma vérité, parce que bon, j'ai lu des articles là-dessus tout à l'heure. Je pense par exemple à Alain Cavalier, je pense évidemment à Pierre Merechkovski, dont j'adore les films, et qui l'utilise comme les films comme outil comme la caméra, comme moyen de forcer un peu le réel, de le questionner, mais comme un petit peu, comme l'est quelque part une dissertation philosophique qui permet de questionner la pensée. Voilà. Et avec ces films, il questionne la pensée, il questionne le réel, il questionne ce qu'il voit dans le cadre. Il y a un côté comme ça de confrontation quand même. Et puis il parle beaucoup aussi, Pierre Merechkovski, dans ses films, donc la parole est importante aussi. La parole est c'est une manière de penser. On pense avec les mots, mais on pense avec les supports en fait. Et bon, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que la pensée est antérieure? Ou est-ce que la pensée est quelque chose qui passe à travers un médium et qui du coup ne peut pas se séparer de ce médium? Bon, dans ce cas-là, ça veut dire que, en effet, si on passe que par l'écrit, eh ben, il y a une certaine pensée universitaire qui est une pensée écrite et qui n'est pas pareil, par exemple, qu'une pensée orale qui serait dite, par exemple. Mais bon, dans une conférence, par exemple, c'est dit. Deleuze disait qu'il préférait parler. Il préférait parler parce qu'en fait, c'est en faisant des conférences qu'il réfléchissait et qu'il réfléchissait en même temps que ses conférences. Voilà, alors que quand on écrit, il y a autre chose qui se passe, mais on écrit. C'est une autre durée et c'est un autre rapport à la pensée, une autre manière de la mettre en forme. Et je me dis, est-ce qu'on peut faire pareil avec la vidéo? Est-ce que la vidéo peut pas être un outil de pensée aussi? Voilà. Donc voilà, bon bref, c'est pour ça que je trouvais que la vidéo était plus intéressante, parce que d'un côté, elle me permet de mêler différents médiums, de mener une recherche sur différents fronts, pas simplement sur un plan purement verbal, purement linguistique, purement écrit par exemple, mais aussi sur d'autres langages qui s'interpénètrent, qui se répondent, qui sont ceux par exemple de la musique que j'aimerais bien faire, pour voir, ceux de la vidéo évidemment, celui de la parole ou de la performance, celui du geste, et celui de l'écrit éventuellement aussi. Et de voir comment ces choses-là peuvent se répondre au sein d'un médium un peu plus incluant comme la vidéo, mais peut-être qu'il y aura peut-être besoin de faire des renvois, peut-être que... Voilà. Mais bon, ce que j'aimerais c'est d'avoir en fait des allers-retours entre ces choses-là, d'avoir un nomadisme médiumnique ou épistémologique, et voilà, et éventuellement pouvoir tester aussi, là, bon, je réfléchis un peu à ces formes de transe, d'intégrer ces formes de transe dans ces choses-là, et avec aussi un aspect réflexif. Mais toutes ces choses-là, bon, je vais essayer de les formaliser, je vais essayer de les écrire aussi, justement, et peut-être aussi faire une map peut-être là, peut-être sur ce mur, de ces recherches. Et l'idée, ça serait, voilà, bon, je disais aussi, c'est que finalement, je réfléchissais, parce que la question du sujet se pose, c'est quel sujet on fait, qu'est-ce qu'on fait comme... Enfin, de quoi je parle dans ce mémoire? Mais bien sûr. Parce que ça, c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? On m'a dit, bon... Alors moi j'ai dit, bah voilà, en fait, moi je m'intéresse pas trop au sujet, je m'intéresse plutôt à la méthode. Et même la méthode elle n'est pas très claire, mais je pense que c'est la méthode qui définit le sujet, enfin, et en même temps il n'y a pas de sujet non plus. Enfin, le sujet c'est ce qui est apporté par une certaine méthode qui considère qu'on doit rester que dans un certain cadre
délimité par ce qu'on appelle un sujet avec un bord limité. Mais c'est pas forcément vrai. Enfin, voilà, le sujet, c'est déjà une vision sédentaire des choses. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui va habiter dans un certain espace linguistique qu'on appelle le sujet. Bon, voilà. Donc moi je disais que cette question de sujet, elle était un peu bateau, enfin bateau, mais elle est déjà ancrée dans un certain mode de pensée universitaire, et qu'on peut penser en fait si déjà, bon, je suis dans un nomadisme épistémologique, ou dans un nomadisme du sujet, bah, ça veut dire qu'en effet, il ne faut pas que j'ai qu'un sujet, il ne faut pas que j'en ai qu'un seul, il faut plutôt penser une dérive intellectuelle dans différents champs, et c'est justement cette dérive qui est intéressante. Voilà, on ne va pas demander à... je sais pas, c'est comme si on me demandait, on me disait dans quelle ville je vais habiter, moi je disais, bah, moi ce qui me plaît c'est d'être explorateur, donc dès que je suis dans une seule ville, ça m'embête. Donc je suis dans aucune ville, et en même temps dans plusieurs à la fois. Je suis dans toutes les villes que je traverse. Et je traverse des champs de pensée qui se recoupent, qui ont toujours un peu des liens, et qui en même temps ne sont pas toujours la même chose à chaque fois. Voilà, donc c'est pour ça que la question du sujet, elle me pose un peu question, même si peut-être qu'il y aura un sujet à la fin, mais pour l'instant je ne le sais pas. Et je veux pas... Moi ce que j'aimerais c'est embrasser l'ensemble des sujets qui m'intéressent, justement, des pistes, des méthodologies, des références, et pas les exclure au nom du fait qu'il y aurait un sujet qui faudrait que je me restreigne. Je pense que justement, ce qui fait une richesse dans ce que je cherche, c'est toujours des choses qui sont un peu hors sujet, qui sont dans un contexte, dans un corpus hétérogène, et qu'il faut que j'intègre ce corpus hétérogène, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent, d'autres qui ne m'intéressent pas, et c'est que si elles m'intéressent, c'est qu'elles font écho. Et s'il y a écho, c'est qu'il y a un lien. Donc dès le moment où il y a un lien, où moi je le vois, même s'il est qu'intuitif, eh bien ça fait partie du sujet. Voilà. Donc le sujet, il est pas encore, peut-être qu'il existe, mais il n'est pas nommé en fait. Il faut voir comme tel. Il s'agit de dénommer le sujet en fait. Et peut-être qu'il arrivera, mais à la fin. Peut-être que le sujet, c'est qu'est-ce que c'est que le réel. Ce qui est une belle problématique d'ailleurs. Mais même la problématique, par exemple, de se dire on pose une question, on trouve des réponses, c'est un peu gênant. Est-ce qu'un mémoire est fait pour poser des réponses? Est-ce que, bon, c'est la différence entre, c'est quoi la différence entre le mémoire et la mémoire? Bon, bah, est-ce que la mémoire est une problématique? Pas forcément. Est-ce que dans la vie, est-ce que dans ma vie il y a une problématique? Bah non, il n'y a pas qu'une seule. Je ne suis pas né pour vivre, pour répondre à une problématique. Il y a plein de problématiques qui se posent, qui sont liées à ma vie, qui sont liées à plein de questions que je me pose, qui sont multiples et qui en même temps sont toujours plus ou moins autour des mêmes choses. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Et c'est intéressant de pouvoir comprendre s'il y a des origines, des points d'origine par exemple. Mais en même temps c'est multiple, il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'un seul truc. Donc c'est dans ce regroupement, dans ce sujet sans centre, dans ce multi-sujet, en fait, qui se passe quelque chose d'intéressant et qui... Bon, moi je sens que c'est comme ça c'est par là qu'il faut que j'aille, parce que sinon, on retourne dans les travers universitaires, et là, on va faire un mémoire pas intéressant pour moi, pas intéressant formellement, parce que ça va être comme on fait à la fac. Alors, oh la merde, hein. Voilà, quand je m'énerve, par exemple, le goût trop. Donc ça c'est un signe, hein, évidemment. Hein. C'est la somatisation de la casserole. Vous voyez comme c'est assez. Et voilà, mais donc du coup, parce que ça, c'est ce que je peux reprocher aussi un petit peu à la pensée universitaire, c'est que je crois qu'en fait elle est située mais elle ne peut pas le dire. C'est-à-dire, c'est cette question, c'est cette proposition qui est amenée par Donna Haraway, et je crois que c'est aussi Foucault un peu. Enfin, je crois qu'elle reprend de Foucault, mais bon, je ne connais pas trop. Mais ça serait l'idée, enfin, moi c'est comme ça que je vois un peu le truc, c'est que les savoirs sont situés. Le savoir universitaire, il n'est pas comme ça, il tombe pas du ciel, il n'est pas... il est combien de temps il me reste, moi? Parce que je suis limité en termes de batterie.
Bon. Et oui, le savoir, donc le savoir universitaire, il est situé, il est lié à déjà, bon, pour certaines féministes, c'est un savoir qui est surtout genré, donc on va dire masculin, blanc. Voilà, comme par exemple la philosophie a été beaucoup faite par des hommes, et justement, ça reflète une certaine pensée phallique, masculine, virile, et que si les femmes pensaient, enfin, voilà, c'est pas, on va pas dire ça comme ça, on va dire, si les femmes avaient accès aux outils de diffusion de la pensée philosophique, en tout cas si elles étaient plus considérées, si c'était elles qui étaient des icônes de pensée philosophique, alors je dis pas que les femmes ne pensent pas évidemment parce que c'était pas ce que je voulais dire dans la phrase, mais disons que si elles avaient eu une place plus importante dans la philosophie, qui ne leur a pas été laissée, la philosophie aurait été différente. Donc ça veut dire qu'il y a, en fait, la production de savoir est conditionnée par celui qui parle, par celui qui pense, par celui qui pense et qui diffuse sa pensée. Les moyens de la forme du savoir est aussi conditionnée par le médium. Et elle est aussi conditionnée par le registre, on va dire, ou les méthodes de recherche. Donc c'est ça que j'essaie de comprendre ici, il ne s'agit pas forcément de... Enfin, je ne veux pas ici faire un sujet ou un truc, parce que je pense que l'idée même du sujet est déjà ancrée dans ces trucs-là. J'aimerais faire ici une déconstruction, pour prendre un joli terme qui est utilisé partout, déconstruction de la méthodologie de construction de la mémoire, et une déconstruction de la méthodologie de recherche. Alors bon, ça veut dire que je fasse grand chose, mais en même temps, comme déconstruction, c'est un terme qui ne veut pas dire grand chose, parce que même celui qui l'a inventé, Derrida, ne donne pas vraiment de définition très claire. À part, la déconstruction, c'est ce qui arrive, je crois que c'est ça. Et la déconstruction, c'est plus d'une langue, ce qui est aussi des belles définitions, hein, c'est pas... Mais c'est un peu flou, hein. Bon, bref, et de se dire qu'en fait, eh ben, il faut plutôt agir sur le mode de production du savoir, sur la méthodologie elle-même, sur la méthode, plutôt que sur ce qui est dit. Parce que ce qui est dit, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qui compte, c'est que c'est aussi le contexte de comment c'est dit, de la manière dont c'est dit, et du mode de réception, parce qu'en fait, ça change complètement, ça change tout le sens, ça change tout en fait. Voilà. Donc quelque part, si je copie les modes de diffusion du savoir qui sont justement le